Et voilà. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire en différé. Alors, on va essayer cette nouvelle formule-là qui essentiellement nous permettra de traiter des différents sujets d'actualité et aussi peut-être de façon un petit peu plus succincte. Donc, on parle de peut-être vous garder pour 30-35 minutes et peut-être le faire un peu plus fréquemment. Comme ça, on sera plus à jour à mesure que les choses évoluent. Alors, écoutez, on est le 13-14 mai, ça fait exactement 2 mois qu'on est en plein dedans. Encore une fois, bravo à tout le monde pour le travail exceptionnel qui est fait sur le terrain, les pharmacies, les établissements. Là, clairement, la population est très bien servie au niveau pharmaceutique. Plusieurs voient à peu près pas de différence au niveau du service, à part qu'ils ont plus de médicaments livrés, évidemment, puis moins de présence en pharmacie. Mais déjà, avec le déconfinement, on va recommencer à voir nos gens. Donc, on va parler de ce qu'il faut continuer de faire et de ce qu'on va devoir faire à l'avenir. Alors, bravo encore à tout le monde pour tout ça. Un petit rappel de comment on fonctionne dans notre gestion de crise. Comme vous le savez, on a notre cellule interne pour les opérations de l'ordre qui se poursuivent, même si presque tous nos employés sont de la maison, et notre cellule externe avec les gens qui s'occupent des dossiers avec les partenaires. On a aussi le groupe de sous-comité pharmacie avec le M3S qui se réunit à tous les jours. Et ce comité-là, évidemment, inclut non seulement Manon et Patrick de l'Ordre, mais aussi les gens du ministère, de la QPP, de la PES, de la PPSQ, des chaînes et bannières, des grossistes, etc. Donc, vraiment, tout le monde est là pour essayer de régler le plus rapidement possible les enjeux auxquels vous faites face. Et force est de constater que, franchement, ça fonctionne relativement bien la plupart du temps. Des fois, ça a l'air un peu lent pour vous, mais d'un point de vue ministère, quand même, c'est assez rapide. Fait que c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, 30-35 minutes. On a pris plusieurs questions que vous nous avez envoyées d'avance. Et si la formule vous plaît, on la répétera peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour être sûr que tout le monde est à jour. Alors, premier sujet qui est un sujet du passé, mais quand même, je pense que ça vaut la peine d'y revenir, c'est les ordonnances collectives, notamment celle de salbutamol. Alors, comme vous le savez, il y a quelques semaines, le ministère a demandé à l'INES de mettre en place une ordonnance collective pour préserver les stocks de salbutamol. Au moment où cette décision-là a été prise, les stocks étaient très, très bas et l'inquiétude était élevée. Est-ce que l'ordonnance collective était la bonne mécanique à utiliser? Bien, force est de constater peut-être a posteriori qu'on n'en avait pas tant besoin que ça parce que soudainement, après avoir mis l'ordonnance collective en place, les écureuils chez les grossistes ont trouvé du stock et vous vous êtes retrouvés avec plus de Ventolin en inhalateur que d'alternatives à proposer aux patients qui étaient là-dessus. Donc, évidemment, ça a causé des soucis. Ceci étant dit, beaucoup d'entre vous en avaient moins de salbutamol en inhalateur. Donc, vous avez fait un super travail à bien coacher les gens. Dans plusieurs cas, c'était l'occasion de revoir les profils pour bien coacher les gens sur leurs médicaments chroniques et enlever le besoin de Ventolin qui, normalement, selon les guidelines, n'est pas rarement nécessaire. Là. Donc, un super travail, malgré une mécanique pas optimale, qui est maintenant de côté. Alors, peut-être, Manon, tu veux en parler, rajouter un commentaire là-dessus? Ben, en fait, on en a eu deux. Les deux pour la gestion du stock. Je dois vous dire qu'on a quand même eu, je sais que vous avez trouvé difficile l'ordonnance collective aussi sur l'hydroxychloroquine parce que vous aviez à gérer, je dirais, un peu le stress des patients. On a quand même eu des bons commentaires là, de la part des médecins qui ont participé à la rédaction de l'ordonnance collective. Puis ce qu'on nous a dit, c'est qu'ils trouvaient que les pharmaciens, notamment, avaient fait une super job pour identifier les besoins des patients qui avaient peut-être besoin de molécules supplémentaires, puis ont été bien dirigés. Puis eux ont beaucoup apprécié cette collaboration-là, médecins-pharmaciens. Une fois ça dit, comme le dit Bertrand, ben on n'a jamais vécu personne une pandémie. Puis je pense qu'on s'est aperçu que peut-être l'ordonnance collective, c'est pas la meilleure façon de gérer les stocks. L'ordonnance collective, c'est bien bon pour des conditions de santé publique comme la maladie de Lyme et tout ça. Alors, on va revoir nos façons de faire, puis je peux vous garantir qu'on va tenter de vous donner les outils qu'il vous faut sans vous contraindre trop dans des outils trop rigides puis qui sont contre-productifs pour vous. Voilà.
Le deuxième sujet, je pense qu'il faut aborder, c'est la situation dans les résidences personnes âgées, les CHSLD, les RI. Comme vous le savez, présentement, le grand enjeu à Montréal, mais à Laval, mais aussi dans certaines autres régions, c'est de renvoyer les gens dans leur milieu de vie. Alors, ils sont à l'hôpital, sont à peu près guéris ou sur le bord de l'être. On voudrait les retourner dans leur milieu de vie, mais leur milieu de vie est en zone chaude. Et ça cause des soucis un peu de trafic là, au niveau des hôpitaux. Alors, ce que le ministère a fait et est en train de faire dans plusieurs régions, c'est créer des zones tampons ou ce qu'on appelle maintenant un nouvel acronyme, hein, les SNT, les sites non traditionnels. Alors, parfois, c'est en plein milieu d'un aréna, mais des fois, c'est des hôtels qui ont été réquisitionnés pour servir de zone tampon. Et là, on a des enjeux au niveau du circuit du médicament. Alors, Patrick, peut-être tu veux nous parler un petit peu de ce qui Oui. est fait à ce niveau-là. Puis je tiens à saluer de passage les pharmaciens, notamment les chefs des départements de pharmacie qui ont eu, et leurs équipes qui ont eu à mettre vraiment l'épaule à la roue là-dessus. Là, je peux vous dire que c'est en l'espace de 24-48 heures, on devait transformer un étage d'hôtel en une unité de soins avec tout ce que ça peut comprendre en gestion de lit, en gestion pratiquement hospitalière, de réserve de médicaments ou quoi que ce soit. Puis je le sais que la distribution des médicaments, il fallait s'assurer d'un circuit du médicament qui est efficace, mais aussi sécuritaire. Il faut savoir que les gens qui sont allés travailler là, c'est le personnel de l'hôpital qui s'en va à l'hôtel soigner ces patients-là, souvent en zone chaude, avec un stress. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Tout l'environnement est nouveau et il fallait s'assurer que tous les circuits, hein, le circuit alimentaire, le circuit du prélèvement, mais le circuit du médicament aussi, soit le plus efficace et sécuritaire. Et là-dedans, bien, on a vu que malgré qu'on n'est pas dans un hôpital, que le circuit du médicament a été organisé parfois avec une seule pharmacie. Il faut comprendre que pour l'Ordre des pharmaciens, le libre choix du patient est maintenu. Nous n'avons pas changé notre position là-dessus. Cependant, pour assurer l'efficacité et la sécurité du circuit du médicament, je crois qu'il faut être tolérant que pendant la courte période où le patient là, part de chez lui, est amené dans le site non traditionnel, je pense qu'on peut accepter qu'il y ait une centralisation de la préparation des médicaments. Mais il y a des conditions là-dessus. Il faut que le patient, au moins, soit avisé de ça. Hein? Je pense que le patient, lorsqu'on lui annonce qu'il va aller dans un site non traditionnel, on lui avise de 2-3 affaires. Ben, je pense qu'il faudrait qu'on lui dise que pour la gestion de ses médicaments, momentanément, le temps de son séjour dans l'hôtel ou dans le site non traditionnel, mais ça va être une pharmacie qui n'est pas à son habitude, qui va traiter ses médicaments, mais que c'est temporaire. Et au retour à la maison, ses ordonnances seront transférées chez son pharmacien initial. Donc, le libre choix du pharmacien est toujours la règle pour l'ordre, mais on est tolérant dans une période très temporaire, le temps que le patient est au site non traditionnel. On comprend, Patrick, que si dans la période où on avise le patient qu'il doit changer de pharmacien et que le patient ne veut pas du tout changer de pharmacien, bien, c'est son choix puis il faut le respecter. C'est clair. Alors, je pense qu'il y a un respect de nos patients à avoir, c'est de l'aviser que des nouvelles règles de fonctionnement et que si le patient, malgré toutes les explications qu'on lui donne, ben, il veut garder son pharmacien, il faut respecter ce choix-là si le consentement n'est pas donné pour avoir un seul endroit. Puis Bertrand, ben, tu as parlé des SNT, mais tu as aussi parlé des CHLD et des résidences pour aînés. Ça, c'est un autre problème, je dirais. Ben, vous le voyez, hein, comme nous autres dans les médias, il y a beaucoup de morts en CHSLD. Et en résidence pour aînés, un petit peu moins, mais quand même. Et souvent, les établissements reçoivent le mandat d'aller voir un peu ce qui se passe. Je dirais que le prétexte pour aller voir, c'est d'abord la prévention et le contrôle des infections. Mais quand les équipes hospitalières se rendent dans certaines résidences ou dans certains CHSLD, ben ils s'aperçoivent d'une désorganisation généralisée. Et cette désorganisation-là, elle touche autant la prévention et le contrôle des infections que le circuit du médicament. Et on a vu que dans certains cas, ben le circuit du médicament était totalement désorganisé et on a demandé au chef des départements de faire une petite évaluation
de ce qui se passe, puis de faire des recommandations pour sécuriser les choses de façon immédiate. Sécuriser les choses de façon immédiate, ça veut dire quoi? Bien, des narcos qui traînent, par exemple, des dispels avec plein de narcos qui traînent, des périmés depuis des mois qui se retrouvent dans l'établissement depuis le début de la COVID. On a vu des cas où tu avais 4-5 dispels dans la chambre d'un patient. Tu avais les 4 autres patients précédents qui traînaient. Donc, c'est des situations qui peuvent mettre vraiment en péril là, la sécurité du circuit du médicament. Donc, on est en train de travailler avec la PES et la QPP une démarche qui va faire en sorte qu'on va souhaiter une collaboration entre le chef du département, le ou les pharmaciens qui desservent la résidence ou le CHSLD et l'exploitant, le propriétaire de résidence. Puis, on veut s'assurer que ce qui va être fait à ce moment-là, c'est vraiment de sécuriser à très, très court terme. Qu'est-ce qui est dangereux maintenant pour le patient? Et c'est clair qu'on va demander une collaboration intra-professionnel entre le pharmacien d'établissement puis le pharmacien communautaire. Puis d'ailleurs, je lisais un article dans l'actualité pharmaceutique, puis les gens disaient ça nous permet peut-être de nous rapprocher. Bien, sachez que comme pharmacien communautaire qui desservez des patients, bien, ça se pourrait que vous ayez un petit coucou de l'exploitant ou du chef du département qui a été appelé en renfort. Ça ne veut pas dire que c'est vos services qui sont remis en cause. Ça peut être le circuit du médicament en général, mais ça se peut qu'on vous demande votre collaboration pour reprendre des périmés, pour mettre en place un système de gestion des narcos, ce genre de choses-là. Et tout ça va devoir être discuté là, vraiment en très grande collaboration, hôpital et officine, puis on compte vraiment sur la collaboration de tous les pharmaciens. Dans ce contexte-là, c'est un drame national ce qui se passe dans les résidences pour aînés, dans les CHSLD. Tout à fait. Donc, c'est un dossier qui nous concerne beaucoup, qui nous inquiète, comme dirait le premier ministre, mais en même temps, sur lequel on met beaucoup d'efforts. Et j'ose espérer que lorsque tout ça sera fini, on dira, bien, on a eu des problèmes des CHSLD, on a eu des problèmes des RPA, mais au niveau médicaments, c'est pas ça qui a causé le plus de soucis et qu'on s'y revirait quand même assez vite pour régler les problèmes. Mais on va vous tenir au courant sur ce dossier-là. Il va y avoir plusieurs développements à venir. Une autre nouvelle qu'on a sortie il y a une journée ou deux, c'est le service de télécopie info-nuagique. Comme vous le savez, on a assoupli les choses pour les ordonnances électroniques et on essaie d'éviter le papier. Il y en a encore un peu, mais on essaie de l'éliminer le plus possible. Et là, il a fallu innover pour certaines situations. Donc, Patrick, tu peux peut-être en parler. Oui, alors au début de la pandémie, rappelons-nous, on voulait éviter le passage de main à main d'ordonnances papier. Et il y avait aussi le phénomène où on a envoyé plusieurs médecins prescripteurs, notamment des spécialistes qui travaillaient en établissement de santé. On les envoyait à la maison et on leur a dit « faites de la télépratique ». C'est bien le fun, la télépratique, mais souvent, ces médecins-là n'avaient pas de dossier médical électronique et pas de fax. Et le seul moyen de faire des ordonnances, c'était de faire des verbales. Alors, je comprends, on a peut-être vu, c'est pas parfait, on a vu diminuer le nombre d'ordonnances papier en pharmacie, mais on a vu augmenter le nombre d'interruptions de votre travail en pharmacie parce que vous avez plusieurs verbales. Et ça, c'est sans compter toutes sortes de choses qu'on a vues, des ordonnances faites par des textos directement vers les patients, puis les patients pouvaient aller dans plus qu'une pharmacie avec le texto. On a vu des courriels qui sont faits directement aux patients. Puis encore une fois, le courriel est imprimé à maintes reprises et on peut aller un peu partout. Alors, cette préoccupation-là a été partagée avec le Collège des médecins, l'Ordre des infirmières et le ministère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mis en place, le ministère a mis en place un environnement sécurisé qui permet de faire des ordonnances par courriel, mais qui, à destination, sortent sur le fax. Donc, le fax des pharmacies, mais aussi le fax des cliniques de laboratoire ou des cliniques de radiologie. Alors, ce n'est pas un système uniquement pour les prescriptions, les ordonnances de médicaments, mais les ordonnances en tant que telles. Donc, le médecin ou tout prescripteur dans le réseau de la santé peut obtenir une adresse sécurisée du réseau, va entrer dans une plateforme sécurisée et va faire un courriel qui va être une ordonnance dans laquelle il doit indiquer le destinataire, le patient, tout ce qu'on retrouve dans une ordonnance et ça va être tapé et non pas écrit manuscrit. Alors, j'espère qu'au moins pour la sécurité, la lisibilité, ça va être amélioré. Mais aussi, le médecin ou le prescripteur doit mettre le numéro de téléphone où le pharmacien peut le rejoindre. Alors, une fois qu'il pèse sur « Envoi »,
Ça sort dans le fax de la pharmacie et c'est comme si ça venait du DME ou d'un fax de la clinique médicale. Donc, pour le pharmacien, il reçoit un fax. Dans le haut, il a une en-tête du ministère qui lui dit que ça vient de ce système sécurisé. Et aussi dans le haut, il y a un numéro de télécopie qui vient dire que ça vient de ce système-là. Alors, sachez, là, les collègues à la maison, que lorsque les prescripteurs utilisent ce système-là, ils sont dans un environnement sécurisé. Ils n'ont malheureusement pas de signature électronique, pas plus qu'ils signent à la main l'ordonnance. Alors, ils vont écrire leur nom, mais on considère, ce n'est pas parfait, mais on considère que dans le contexte, parce que c'est un environnement sécurisé et parce que vous êtes capable de voir que ça vient du système. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours vérifier auprès du prescripteur si vous avez des doutes. Mais on tolère le collège, nous, lors des infirmières, que ces ordonnances-là peuvent être utilisées par vous et remplies. Mais donc, espérons que vous allez voir de plus en plus de ces ordonnances-là. Espérons que ça va diminuer le nombre de verbales que vous avez à prendre en pharmacie et espérons que vous allez apprécier le système. Ça ne fait pas que c'est le système de prescripteur électronique définitif que nous voulons au Québec. C'est une amélioration de ce qu'on a, par rapport à ce qu'on avait, mais on n'est pas rendu à destination. Salutations à Mélanie Caron, hein, une collègue pharmacienne qui a mené ce dossier-là de main de maître au ministère. Et il y avait aussi des pharmaciens attitrés à la direction des technologies, Elisabeth Bourassa, Alexa Bernier, qui ont travaillé dans ce dossier-là pour s'assurer qu'on reconnaissait bien les problématiques et qu'on dressait les bonnes choses pour faciliter la vie des collègues pharmaciens. Voilà. Le bonus, c'est qu'on a un numéro pour rejoindre le médecin. Fait qu'on peut se monter une banque de numéros de médecins à la maison et cellulaire et ça va régler d'autres problèmes dans le futur. Là. Je ne vous ai pas dit ça, mais les plus rapides l'auront compris, évidemment. Oui, Bertrand, permets-moi, on invite les gens à aller voir le site télésanté.québec. Vous allez voir, il y a plein de ressources pour, par exemple, si je veux mettre un système de télésanté, quels sont les outils, les éléments que je devrais penser pour faire ça de manière sécuritaire et l'ensemble des documents qui sont en lien avec la prescription infonuagique, vous le retrouverez sous l'onglet prescription par infonuagique. Mais télésanté.québec, c'est peut-être ça vaut le détour à un moment donné quand vous aurez le temps. Oui, quand on aura le temps. L'autre sujet qui est important d'aborder, c'est toute la situation au niveau des équipements de protection individuelle. Comme vous le savez, on a communiqué à plusieurs reprises là-dessus pour vous aider à protéger votre personnel. Là, il y a des petits changements au niveau de l'INSPQ qui sont sortis. Donc, Manon, peut-être tu peux discuter de ce qui ont changé puis où est-ce qu'on en est à ce niveau-là. Oui, écoutez, c'est pas facile de suivre le dossier des EPI, des équipements de protection individuelle. Les dossiers changent, en fait, les recommandations changent régulièrement. Puis malheureusement, on n'a pas la rationnelle derrière ça. Fait que ça ne nous aide pas à comprendre les choses. Ce qu'on nous a dit, on a quand même rencontré à 2 reprises la santé publique. Ce qu'on nous a dit, c'est que les données étaient issues plus de la situation avec le SRAS il y a quelques années qu'avec la COVID, ce qui rend encore plus incompréhensible si les données datent de la COVID, pourquoi les recommandations changent aussi régulièrement que ça. Écoutez, mon petit doigt me dit qu'actuellement, les recommandations sont en train de changer parce que le ministère est en train de faire la balance entre si je retire les gens trop rapidement, je crée une pénurie encore plus grande de personnel. Hein. On sait qu'il y a un problème de personnel versus le risque de transmettre. Alors, j'ai l'impression qu'ils doivent jongler avec ça. Ça, c'est mon impression. Il va falloir qu'on confirme avec la santé publique. Qu'est-ce que ça change pour la pharmacie? C'est clair que quand tu regardes, ce qu'on avait communiqué, nous autres, c'est que quand tu étais dans un laboratoire, toutes des gens avec des masses de procédures ensemble, il y a un cas COVID positif, la source, donc la personne qui a le COVID porte un masque, tout le monde alentour porte un masque, même s'il n'y a pas eu de distanciation de plus de 2 mètres, il n'y a pas de retrait du personnel. Ce qu'on avait dit aussi, puis ce qu'on avait eu comme information précédente de l'Institut national de santé publique, c'est que si par ailleurs la source, donc la personne qui a le COVID, elle ne porte pas de masque,
bien, à ce moment-là, si on ne veut pas être retiré du travail, si on était à moins de 2 mètres d'elle pendant 10 ou 15 minutes, hein, parce que ça varie, là, les publications, en 10 et 15 minutes près d'elle à l'intérieur du 2 mètres, bien, il nous faut le masque et la visière. Là, récemment, il y a une nouvelle publication de l'NSPQ qui dit, ben, soit le masque ou la visière, ça semblerait faire le travail, même si la source n'en porte pas. Moi, ce que je vous suggère, au-delà des ennuis du personnel, du réseau, je pense qu'on a bien réussi en pharmacie. On a eu des questions à savoir combien il y a de pharmacies qui sont fermées, puis ça, on les a pas. On l'avait dit la dernière fois, puis on leur dit à ce moment-ci, parce que il y a bien peu de pharmacies qui ont fermé au-delà du 48 heures. Donc, le fait que vous avez, dans la très, très grande majorité des cas, respecté les mesures requises, dans leur esprit notamment, là, en sachant que c'est la somme des mesures requises qui finit par faire le travail, comme vous l'avez respecté, on n'a pas vu de catastrophe en pharmacie communautaire. Non seulement vous avez respecté les mesures requises, mais vous avez aussi respecté les mesures de contingence. Il y a beaucoup de pharmacies, on pense que c'est probablement 1 sur 2 qui avaient séparé les équipes de travail. Tous vos efforts ont payé, puis on fait en sorte qu'il n'y a pas de rupture. Alors, tant qu'on n'aura pas la rationnelle de l'Institut national de santé publique, nous, ce qu'on vous suggère, c'est de continuer comme c'est là. Alors, même si la santé publique dit que ça pourrait être juste un masque ou juste une visière, regardez, on a eu du succès dans le passé, ça a fonctionné, on a prévenu les ruptures de services, ça vous a permis, vous, notamment les pharmaciens propriétaires, de continuer vos affaires. Donc, des deux côtés, je pense qu'on est gagnant. Alors, je vous demande d'attendre un petit peu, de respecter un peu ce qu'on avait présenté, qui était notre interprétation des mesures de santé publique. Vous avez une vidéo là, de Guillaume qui vous explique tout ça, qui est encore sur le site web. Aussitôt qu'on va avoir des nouvelles, ben, on va vous les redonner. Mais pour le moment, on vous suggère, parce que c'est pas une obligation, on vous suggère de continuer à faire comme on l'avait mentionné dans la vidéo de Guillaume. Oui, c'est vrai qu'on a été relativement chanceux, mais je pense qu'on a fait notre chance, justement, Absolument. en les mesures, de ne pas avoir eu de rupture de service à nulle part pour plus de 48 heures ou à peu près. Oui, au début, on a eu des endroits où c'était plus difficile, il a fallu prendre des remplaçants, tout ça, mais depuis quand même un bon mois, là, ça se tasse pas mal. On est prudent, on fait attention et, comme dit Manon, c'est payant dans le sens où on n'a justement pas de rupture. Le prochain sujet que j'aimerais aborder, c'est tout ce qui est mis à jour au niveau réglementaire. Alors, comme vous le savez, le projet de loi 31 a été adopté le 17 mars. Il a été publié dans la Gazette officielle du Québec aujourd'hui. Donc là, maintenant, on va pouvoir l'encadrer et le mettre derrière elle dans son bureau, avec raison. Et je la félicite avec Pat là, pour tous les efforts qu'on a eus. Là, quand même, on est chanceux d'avoir un projet de loi qui met à jour notre loi. Ça a pris essentiellement 2 ans d'efforts, mais plus intensivement depuis le mois de juin où il a été déposé. Et là, on parle évidemment de ce qui s'en vient par la suite, donc les règlements qui en découlent. Et ça, on réussit. Vous vous souvenez, loi 41, ça avait pris 1 an de plus à voir les règlements. Mais là, on essaye d'aller plus vite. Alors, Patrick, peux-tu nous mettre à jour ce qui se passe avec nos règlements 31? Oui, sans aller dans le détail, mais je pense que les collègues, vous allez aimer ce que vous allez retrouver dans les règlements. Dans le fond, c'est qu'on essaie de, je pourrais dire, actualiser les modalités dans les conditions mineures, de vous rajouter des conditions sans diagnostic qui sont dans le cœur de la pharmacie. Pensons aux fameuses cibles qu'on a tant eu de misère à obtenir. On a réussi à assouplir énormément de choses pour vous faciliter la vie, pour pouvoir faire de l'ajustement, puis faire de la belle pharmacie. Et là-dessus, c'est pas un 100 mètres qu'on va courir dans le projet de loi 31 puis dans ses règlements. C'est un marathon. Alors, c'est un virage professionnel qu'on n'a pas à faire le lendemain de la mise en place de ces règlements-là. C'est pas d'en rajouter aux gens demain matin. C'est vraiment de dire qu'au fil des mois, au fil des ans, on va faire de la belle pharmacie dans le cœur de la pratique, exactement comme on l'a étudié et qu'on a toujours voulu la faire. Et depuis le début dans ce dossier-là, on travaille avec nos partenaires, que ce soit l'AQPP, la BCPQ, la PPSQ, la QATP, les étudiants et même les doyens. La PES aussi. La PES, bien sûr, les pharmacies d'établissement. Alors, tout le monde de la famille de la pharmacie est au courant et avance avec nous là-dedans.
où est-ce qu'on est rendu? Mais écoutez, nous avons des règlements négociés avec le collège depuis plusieurs semaines, mais maintenant, plus que ça, on a des règlements décrits avec l'Office des professions et le règlement est actuellement en consultation. Alors, on avance et on espère qu'il sera peut-être dans la Gazette officielle là, pour consultation plus élargie. Espérons dans un mois, ça pourrait être intéressant. Alors, on avance. Tu as tout à fait raison, Bertrand. Puis, tu me permettras de faire un clin d'œil aux collègues de l'Outaouais ou les gens près du Nouveau-Brunswick qui ont tellement hâte de pouvoir faire leurs activités pour tous les prescripteurs. Eh bien, sachez que le règlement sur les conseils modalités de vente, la modification réglementaire qu'on veut depuis tant d'années, elle est publiée aujourd'hui dans la Gazette. Alors, elle est en consultation, là, on ne peut pas encore le faire, mais ça s'en vient. C'est plus juste un projet dans les airs, là, c'est concret dans la Gazette officielle. Alors, j'ai l'impression que peut-être d'ici l'été, là, ce sera réglé pour pouvoir faire toutes nos activités pour tous les prescripteurs du Canada, donc les gens d'Outaouais, là. Vous avez patienté pendant des années, on vous demande encore quelques semaines. Mais projet de loi 31, présentement, les règlements, on travaille un guide d'application. Donc, ici à l'interne, avec les collègues de d'autres directions, on s'assure de vous arriver avec un guide qui va être le plus succinct possible, mais qui va vous aligner pour assez clairement pour savoir comment aborder tout ça. On travaille aussi avec même une firme là, pour s'assurer que de la façon dont on travaille, c'est très clair pour vous. Ma collègue Annick Mainville, la direction du perfectionnement avec son équipe, travaille des formations qui devraient même commencer à sortir cet été. Et même, je sais qu'il y avait le fameux site de loi 41 hein, que les gens ont apprécié et qui, par rapport même au collège avec qui on a discuté dans la négociation de 31, était vu de quelque chose de très, très, très professionnel qui avait été monté par des pharmaciens et utilisé par les pharmaciens. Alors, les collègues de la BCPQ, des associations sont en train de s'assurer que ça sera mis à jour quand on va avoir nos règlements. On va mettre ça en ligne. Alors, je vous garantis que tout ça est en cours, tout ça est en planification. On sait aussi que 31, on a le volet de la loi qui a été adopté au mois de mars et on peut déjà faire certaines choses, donc prescrire des médicaments de vente libre. Quand on dit de prescrire des médicaments de vente libre, on a eu beaucoup de questions, Bertrand m'annonce sur si je peux prescrire du Zantac à 75, je peux-tu prescrire 150, je peux-tu prescrire 300? Alors, vous comprendrez que l'idée de pouvoir prescrire des médicaments de vente libre, c'est de pouvoir prescrire des médicaments d'annexe 2 et d'annexe 3 dans le contexte de l'auto-soin. Alors, il faut être dans des indications et il faut être aussi dans des doses qui sont de la sphère de l'auto-soin. Faites-vous-en pas si vous voulez, dans les règlements de 31, si vous voulez faire de l'ajustement, avec des médicaments d'annexe 1, vous allez voir, on va vous arriver avec des modalités, des possibilités de le faire. Vous allez pas mal aimer ça. Vous allez pouvoir faire de l'ajustement de la thérapie médicamenteuse. Ça s'en vient. Et pour les vaccins, bien, on sait qu'on peut dès maintenant vacciner la population de 6 ans et plus et 2 ans et plus pour le volet santé-voyage et influenza. Et mars, savez-vous que on est déjà en train de penser à la prochaine saison antigrippale qui va arriver cet automne. Alors, je sais que les gens veulent se préparer, s'intéressent à savoir est-ce que je vais pouvoir avoir des vaccins. Certains appellent même de leur direction de santé publique. Ce n'est pas tout à fait sûr les réponses qu'ils obtiennent. Sachez que c'est un dossier qui est chaud et un dossier que l'on va mener à l'ordre. On a des rencontres de planifier dans les prochaines semaines. C'est trop tôt aujourd'hui pour vous donner des réponses, mais sachez que c'est quelque chose qui nous intéresse à travailler avec le ministère et la Direction nationale de santé publique, le volet de la direction là, sur l'immunisation, de la vaccination. On va avoir des réponses à vous donner dans les prochaines semaines. Patientez un petit peu, mais on ne laisse pas ça de côté. On veut vraiment pouvoir vacciner en pharmacie à l'automne. On va avoir des réponses pour vous autres. Puis j'ajouterais, Patrick, que nous et la Direction des affaires pharmaceutiques, on est d'accord. On demande à la santé publique de nous donner les renseignements le plus tôt possible pour permettre de s'organiser. On va être dans une première saison de vaccination par les pharmaciens, puis dans un contexte de COVID. Alors, on ne peut pas nous arriver en septembre
septembre, mi-septembre, puis dire voilà, on a besoin de vous. Donc, on veut essayer de vous soutenir pour faire en sorte que vous soyez avisés le plus longtemps d'avance possible, puis même qu'on puisse vous aider peut-être à dire bien, comment on fait ça de la vaccination en période de COVID, là. Donc, on est en train de regarder ça. Oui, c'est sur notre radar. Puis même pour les gens qui n'ont peut-être pas fait la formation puis qui sont intéressés, ma collègue Annick Mainville du perfectionnement est en train de regarder la possibilité de repartir les formations. Peut-être pas dans la région de Montréal d'ici les prochaines semaines, mais peut-être que dans les régions, à certains endroits au Québec, on va pouvoir le faire, sachant que souvent, c'était des petits groupes de 5 à 10. La distanciation physique est peut-être possible à organiser. Alors, mais présentement, les formateurs sont dans les CHSLD ou sont dans le réseau en train d'aider. Alors, c'est difficile. Dès qu'on va être capable de tirer sur le personnel pour pouvoir former, on va revenir pour combler les besoins qui sont manifestés par les collègues. Donc, prescrire des MVL pour les situations qu'on envisageait à l'époque, donc pour les enfants qui retournent en garderie, hein, Voilà. c'est en train de commencer. Puis évidemment, dans les résidences où il n'y a pas de professionnels qui peuvent administrer les médicaments, puis là, peut-être qu'il va en avoir un peu plus justement parce qu'on tire sur les ressources humaines ou pour accès économique, bien ça, c'est déjà possible. Voilà. Tout à fait. Une question qu'on a eue assez régulièrement, mais là, je pense que ça va être intéressant d'en discuter parce qu'on en a discuté tantôt, les médecins peuvent faire de la télémédecine. Mais là, les pharmaciens commencent à demander, est-ce que moi, je peux faire de la télépharmacie? Est-ce que je peux avoir un pharmacien à la maison qui fait des choses? Est-ce que je peux avoir des ATP qui peuvent faire certaines tâches de la maison? Surtout qu'on a séparé, dans certains cas, les équipes. Alors, j'aimerais ça, peut-être que Manon, tu nous parles de ça. Oui. Bien, en fait, la télépharmacie, c'est juste une modalité de pratique, hein, d'exercice. Donc, est-ce qu'un pharmacien peut faire peut faire en télépharmacie ce qu'il faisait en présence physique? La réponse est oui. On avait l'exemple ce matin, il y avait une question sur Facebook là, pour est-ce que je peux faire une consultation coût en télépratique? Ben oui, si tu t'assures effectivement que la patiente est consentante à le faire, puis que tu as un moyen de sécuriser, de communiquer avec elle. Tu sais, puis le bon vieux téléphone, tu as un moyen assez sécurisé. Ça peut être ça de la télépratique. Donc, la réponse pour le pharmacien, c'est oui. Une fois ça dit, c'est oui pourvu qu'il y ait un pharmacien sur place. Quand il se passe de l'activité pharmaceutique d'une pharmacie, quand la pharmacie est ouverte au public, il faut qu'il y ait un pharmacien sur place. Alors, par exemple, si je sépare mes équipes, puis j'en ai un qui reste à la pharmacie, puis l'autre qui s'occupe des conseils, par exemple, puis qui est à la maison, la réponse est oui, je peux faire de la télépratique. Pour les assistants techniques, c'est un petit peu plus compliqué, dans le sens où l'assistant technique, quand il fait des actes qui sont reliés à la pharmacie, préparation, service de médicaments, donner des conseils de base là, sur les médicaments, là, lire l'étiquette avec le patient et tout ça, il faut absolument qu'il soit sous supervision, surveillance constante et immédiate du pharmacien. Comme je dis toujours, me plaît toujours à dire, surveillance constante et immédiate, il faut qu'il soit dans les culottes. Le pharmacien, il faut qu'il soit dans les culottes de l'ATP. Donc, ça, il ne peut pas faire ça en télépratique. Par contre, un ATP, qui sera à la maison pour régler les problèmes d'assurance, pour prendre les commandes au téléphone ou ce genre de choses-là, la réponse est oui. Il faut juste que vous vous assuriez, évidemment, que l'assistant technique ne va pas plus loin que ce qui peut aller, puis qu'il comprenne très bien que c'est de l'administratif. Donc, oui, prendre des commandes, oui, comme je disais, régler des problèmes d'assurance. Non, par exemple, appeler un patient pour un RNI normal, par exemple. Je sais qu'en pharmacie, ça se fait, mais ça, il ne peut pas le faire autrement qu'en étant en présence du pharmacien. Fait que je ne sais pas si ça donne un peu la balance des choses. Fait que oui, il y a une possibilité pour les ATP. Oui, il y a une possibilité pour les pharmaciens. Il y a juste quelques limites à respecter. Puis évidemment, d'utiliser toujours des outils sécuritaires. Puis comme le disait Patrick, le site Télé Santé Québec peut vous donner des indications à ce niveau-là. Le téléphone fonctionne encore aussi. Le téléphone, c'est un outil extraordinaire qui est encore présent. Parfait. On va prendre 2 autres petites questions rapides, puis après ça, on va terminer, puis on prendra vos commentaires par la suite. Mais en gros, 2 questions rapides. Est-ce qu'on peut prendre des ordonnances verbales de narcotiques d'une IPS? La réponse est oui. Alors, la réponse est oui. On attend toujours de pouvoir prolonger ces ordonnances-là, cependant, hein? Mais pour la prise d'ordonnances verbales, une IPS, c'est un praticien au sens de la législation, réglementation fédérale. Alors, oui, vous pouvez le faire.
Bon. Dans le contexte de la COVID, puis de l'arrêter, pas de l'arrêter, mais de l'exemption 56, évidemment. Et par ailleurs, on travaille très fort pour pouvoir faire en sorte que ça se poursuive au-delà du 30 septembre, parce que je pense que les gens apprécient beaucoup de pouvoir faire leurs activités avec les substances désignées, tout ce qu'on s'est parlé, là. Mais sachez là, on voudrait que ça continue. Oui. On a encore certains patients qui viennent de l'étranger qui sont pris au Québec. Ils pourraient être plus mal pris que ça, mais ils sont pris au Québec. Mais là, évidemment, souvent, leurs médicaments viennent et se terminent. Ils doivent avoir besoin de nouveaux médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les référer? On les réfère où, ces patients-là? Ben, en fait, les pharmaciens ne peuvent pas prolonger des ordonnances là, qui ont été prescrites à l'étranger. Donc, la meilleure des choses, pour en discuter avec le ministère, c'est de référer le patient à une clinique médicale. Il faut qu'il soit vu par un médecin. Des pharmaciens vont dire, ouais, mais c'est parce que c'est pas facile d'avoir accès à des cliniques médicales. Ben, il y a toujours aussi des cliniques médicales privées. Là. Si les gens qui sont ici ont les moyens, ben, je sais qu'il y a des cliniques médicales privées qui sont peut-être plus accessibles par les temps qui courent. Fait que ça peut être un truc que vous donniez aux patients. Oui, mais je pense que la plupart, là, depuis 1 mois et demi, 2 mois, là, sont réglés. Absolument. Mais ils doivent être dirigés à des médecins, puis ça doit être une prescription d'un médecin d'ici. Et une dernière, on a parlé des mesures sanitaires. On a vu le succès que ça nous a apporté au niveau de la continuité des services. Plusieurs pharmacies nous demandent est-ce qu'on va relaxer ça dans les prochaines semaines avec le déconfinement, etc. Alors, puis on nous parle beaucoup, évidemment, du lavage de plancher 2 fois par jour. J'aimerais ça peut-être maintenant que tu commentes là-dessus. Oui. Bien, premièrement, pour les mesures en général, elles sont assez similaires. Moi, je pense que la CNESST nous a copié, là, parce que les mesures que nous autres, on a mis en place il y a 2 mois, quand tu regardes le guide de la Commission des normes du travail pour la protection des employés, qui est obligatoire dans le contexte du déconfinement puis du retour au travail des gens, ben nos mesures se ressemblent pas mal. Là. Fait que dans le fond, si ce n'est pas des mesures requises de l'ordre, ça va être des mesures requises de la CNESST. Le lavage des planchers, écoutez, je sais que c'est embêtant pour les pharmaciens, puis, mais je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'impact positif que la désinfection des planchers peut avoir. Il y a beaucoup de monde qui rentre d'une pharmacie. C'est reconnu, en tout cas, au niveau de la transmission qu'on peut avoir du virus qui colle aux semelles. Puis si vous multipliez ça par le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans une pharmacie, parce que ça peut devenir important. On a déjà fait des compromis. Ce qui est recommandé, c'est 4 fois par jour. Donc là, on y va à 2 fois. Fait que non, pour le moment, il y a eu un consensus. Ça a été discuté avec la QPP, ça a été discuté avec les collègues. Fait que non, ça sera pas je dirais, là, assoupli à ce niveau-là. Il va peut-être avoir des différences. Je ne veux pas vous vendre des scoops, là, mais quelques différences parce qu'on veut tenir compte, évidemment, des régions où peut-être c'est un petit peu moins chaud, mais c'est certainement pas le temps de relâcher. Là. Ça, je pense que c'est un message que François Legault envoie à tous les jours. C'est certainement pas le temps de relâcher. Si on est chanceux puis qu'on est d'une zone où on n'est pas en zone rouge, malheureusement, à Montréal, nous autres, on l'est, là, mais si on n'est pas d'une zone rouge, ben il faut s'arranger pour que ça demeure comme ça. Fait que c'est pas le temps de lâcher. Puis Bertrand, tu l'as dit, les pharmaciens ont été exemplaires. Moi, je les félicite tellement. Fait que continuons d'être exemplaires à ce niveau-là. Oui, c'est la somme des mesures qui sont efficaces. Hein? C'est vraiment l'addition de chacune des mesures qui font que c'est le succès. Donc, pour clôturer sur la même lancée, oui, il faut continuer. Pourquoi? Parce que les mesures d'assouplissement au niveau du déconfinement vont se mettre. Là. Aujourd'hui, on a annoncé qu'on pourrait jouer au golf. Ouh, ça, c'est bon. Mais il va sûrement falloir désinfecter les bâtons et les balles et se tenir à 2 mètres de distance, même quand on la lance dans le bois. Mais essentiellement, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent, mais il faut rester prudent. Nos mesures qu'on a mises en place ont eu le succès escompté. Il faut garder ça en place. Il y a beaucoup de régions où il n'y a presque plus de nouveaux cas à tous les jours. Donc, il faut prévenir ça. Mais là, nos personnes âgées vont commencer à revenir chez nous. Si on ne le fait pas pour nous, faisons-le pour nos patients et nos personnes âgées en particulier. Je sais même que moi, ma mère, elle a hâte d'aller à la pharmacie, ça c'est sûr. Et clairement, on va continuer d'être gagnant et on va passer au travers. Alors, je vous félicite encore pour le super boulot qui est fait. Soyez assurés qu'on continue de travailler fort pour vous soutenir du mieux possible et vous
vous en rajoutez le moins possible. Les nouvelles mesures qui s'en viennent au niveau des nouvelles activités, bien, ça sera, on ne mettra pas de pression pour que vous en fassiez. Au contraire, on va le faire pour que ce soit plus pratique pour les gens puis pour nous que pour des obligations réglementaires, évidemment. Et bien, ça clôturerait notre première aventure là, de webinaire en différé. Si ça vous plaît, on en fera d'autres. On a dépassé un petit peu notre temps, mais je pense que c'est quand même moins pire que la dernière fois, on a fait 1 heure et 3 quarts. Alors, merci beaucoup à tous. À bientôt. Lâchez pas et on s'en parle bientôt. Bye.